les remarques les plus importantes que j'ai à vous transmettre. N'hésitez pas à poser vos questions si je suis en contradiction avec ce que votre prof vous a dit. Si je suis votre prof, c'est un problème. Voilà, n'hésitez pas. Alors, on commence par quoi? Apprendre, et premier commandement, apprendre et comprendre son cours. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous dis ici? Pas seulement lire et relire le cours. Alors ça, normalement, vous avez déjà commencé. Hein, la période de révision, elle est bien entamée, mais il reste encore du temps. Donc, ne pas penser que tout est joué, que tout est gagné ou que tout est foutu. Ça n'est pas vrai. Apprendre et comprendre son cours, donc pas seulement le lire et le relire, le comprendre, douter, se poser, poser des questions, se poser des questions à soi-même, et puis poser des questions évidemment à son prof par mail, ou ici dans le chat, ou plus tard sur le post. On fera peut-être, mais c'est pas confirmé, jeudi matin, un live aussi, questions-réponses ouvertes sur le programme de maths. Il y aura aussi des lives dans les autres matières, bien sûr. Benjamin vous proposera 2 lives consacrés à la contraction et à l'épreuve de synthèse, et je ne sais pas encore pour les autres matières, mais c'est probable que ça arrive. Alors, apprendre et comprendre son cours, qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement le lire et le relire, donc vous devez absolument le comprendre, hein. Ça veut dire être capable de faire un schéma, de vous poser des questions, d'avoir des exemples sous la main, des contre-exemples, de penser au cas usuel. Ça va vous servir quand vous allez résoudre un exercice pour être sûr de votre affirmation. C'est-à-dire que si vous pensez qu'une suite qui tend vers l'infini est forcément croissante, bah, ce serait bien d'avoir des exemples sous la main, ou d'être capable de faire un petit schéma pour vous-même, hein. Est-ce qu'effectivement une suite peut tendre vers l'infini sans être croissante? Et la réponse est oui, une suite peut tendre vers l'infini sans être croissante. Donc si vous pensez que tendre vers l'infini c'est forcément être croissant, c'est un problème. Et donc des exemples, des contre-exemples dans les cas usuels, vous les avez dans votre cours. C'est vrai dans d'autres chapitres comme les intégrales impropres. Est-ce qu'une intégrale peut converger en un point sans être prolongeable par continuité? Des choses comme ça. Donc soyez clairs, quand vous apprenez votre cours, essayez d'avoir sous la main un exemple, un contre-exemple qui permet d'illustrer la notion, ou au contraire d'expliquer pourquoi il faut absolument cet argument, et donc d'avoir un cas qui ne marche pas, avec évidemment une hypothèse qui ne serait pas satisfaite. J'espère que vos profs vous ont donné des exemples, des contre-exemples, vous êtes capable de les bâtir vous-même, et encore une fois, en vous basant sur vos notes de cours, et bien d'avoir ça sous la main, c'est important. Ça vous permettra pendant l'épreuve d'être sûr que vous ne dites pas une bêtise, en validant, grâce à cet exemple, grâce à ce schéma sur votre brouillon, que ça marche ou que ça ne marche pas, d'accord? Des liens logiques, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre sur ce petit point? Des questions, hein, n'hésitez pas, si je parle trop vite, pas assez vite, si vous voulez que je parle dans une autre langue, n'hésitez pas à me le dire, je suis open. Voilà, douter, se poser des questions, voilà, douter, hein. Donc quand vous apprenez, est-ce que, tiens, pourquoi il faut que la fonction soit continue? Tiens, pourquoi est-ce qu'il faut que la fonction soit positive? Des choses comme ça, demandez-vous. Alors peut-être que si vous avez la démonstration sous la main, vous verrez que dans la démonstration, on a besoin de cet argument. Les démonstrations, on va pas forcément vous les demander, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pas forcément la peine de connaître les démonstrations. En revanche, peut-être encore une fois que en vous posant des questions, en vous demandant pourquoi, vous allez être plus solide. Alors c'est un peu flippant, je suis d'accord, de découvrir pendant les révisions, mais ça va vous arriver. Ah bah tiens, je comprends enfin pourquoi il y avait telle hypothèse dans tel théorème. Encore une fois, c'est pas tellement pour la démonstration, mais il faut que ça vous aidera à mieux maîtriser votre sujet, votre théorème, et à mieux l'appliquer, et à être beaucoup plus sûr de ce que vous allez affirmer. Et ça, c'est important, évidemment, être le plus sûr de ce qu'on affirme et ne pas tenter des choses au hasard. L'épreuve de maths n'est pas une épreuve de hasard. J'attends les premières questions, hein, sur le live, au moins bonjour, je suis là, je t'écoute avec admiration, n'hésitez pas. Ensuite, donc se poser des questions à vos profs, évidemment, hein, le doute, ça fait partie de votre travail, et c'est important. Quand je dis apprendre et comprendre le cours, il est aussi hors de question de faire des impasses, hein. Tous les paragraphes, tous les chapitres sont importants, y compris l'informatique, l'algorithmique. Alors je ne sais pas si vous êtes des fans d'algorithmique, normalement vous êtes une génération qui a été formée à l'algorithmique depuis, c'est le numéro 33, hein, c'est la Rebirth pour ceux qui s'inquiètent. Vous avez été formé à l'algorithmique au biberon, normalement. Voilà, l'algorithmique, ça tombe beaucoup. J'en reparlerai après avec un extrait de rapport de jury. Voilà, vous devez absolument bosser l'algorithmique. Vous devez aussi bosser les estimateurs, hein, la maths 2 commune à toutes les écoles hors écricom, elle contient quasiment toujours des estimateurs, en tout cas en voie S. Parfois en voie éco, ça sera plutôt pour l'épreuve HEC, ESCP, mais voilà, il n'y a pas d'impasse à mener, évidemment. Tous les chapitres sont importants. Il y a éventuellement l'oral de maths aussi, pour ceux qui seraient admissibles à HEC ou à l'ESCP pour les voies scientifiques. Les démonstrations, alors oui, c'est pas forcément la peine d'apprendre vos démonstrations. Peut-être que pendant l'année, on vous a dit apprends tes démonstrations.
Bon, pour un colleur que ça passionne, d'accord, au concours, on va pas vous demander de démontrer un exercice, de démontrer un théorème, pardon, une propriété. Même à l'oral de maths, il n'y a pas de démo de cours, hein, ça n'est pas vrai. Bon, ça peut arriver qu'il y ait une question qui ressemble beaucoup à une démonstration de cours. De toute façon, en général, on est guidé, sauf si c'est une démonstration relativement rapide. C'est quand même très rare, sauf, allez, on va dire parfois il faut calculer l'espérance, la variance d'une loi binomiale, bon, ou d'une loi de Poisson, j'appelle ça une démonstration. Recalculer la somme des entiers k ou k carré ou k cube de 1 à n. Le live marche ou pas là, le chat? Je suis très très inquiet, j'ai l'impression d'être seul. Bon, heureusement, ce sera enregistré, donc vous pourrez le revisionner. N'hésitez pas à liker la page aussi, à prévenir vos amis qu'il y a des lives intéressants pour les élèves de prépa. La démo, en fait, si vous les avez sous la main, vous pouvez les relire éventuellement, mais il faut voir une démonstration comme un mini-exercice, hein, comme un moyen de démontrer quelque chose, utiliser une méthode, et c'est en ça qu'une démonstration peut être intéressante, c'est la méthode qu'elle utilise. Maintenant, de plein d'exercices importants utilisent aussi sans doute cette même méthode. Et donc, pas de problème à ne pas relire les démonstrations si on a sous la main des méthodes pertinentes qu'on va pouvoir utiliser. Alors, apprendre le cours, c'est se le réciter. Hein, d'accord? Donc, vous devez vous réciter vos formules. Vous devez absolument vous réciter vos formules de trigonométrie, vous réciter les sommes usuelles, somme des QK pour les sommes géométriques, les séries usuelles, etc., les lois usuelles, espérance, variance. Enfin, voilà, il faut se réciter les formules, les définitions, qu'est-ce que c'est qu'une fonction convexe, etc., etc., qu'est-ce que c'est qu'une matrice diagonalisable. Vous devez être clair sur vos définitions. Ça, c'est dans un premier temps. Hein, vous allez travailler d'abord le cours. On travaille en premier le cours et on doit l'apprendre. Il n'y a pas de secret. Hein, c'est comme le vocabulaire. Hein, vous ne pouvez pas faire travailler en anglais, en espagnol, en allemand, en chinois sans connaître votre vocabulaire. C'est la boîte à outils, c'est la base. Si vous manque des mots, si vous manque des outils, comment pouvez-vous prétendre essayer de répondre à une question? Ça n'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, de quoi on parle? Eh bien, on parle de la phase de révision, donc dans laquelle vous êtes déjà entré, je l'espère. J'attends vos questions. Hein. J'en ai pas beaucoup pour l'instant. Alors, la phase de révision. Donc, la phase de révision, eh bien, il y a organiser ses révisions. Alors, organiser ses révisions, c'est un planning. Il y a reprendre ce qu'on a fait pendant l'année et comprendre. Et puis, il y a refaire des exercices et les comprendre. Alors, organiser ses révisions, bah, normalement, c'est déjà en route, mais ça veut dire quelle matière je travaille et quel jour. Hein. C'est peut-être déjà le cas, ça devrait en tout cas. Il reste encore des jours pour réviser. Il y aura encore des week-ends plus ou moins prolongés avec les jours fériés, des demi-journées peut-être de libre, donc planifiez sur le reste du temps quelle matière vous allez travailler, combien d'heures par jour, a priori chaque matière tous les jours, ou peut-être la philo un jour sur deux avec, en alternance avec la LV2, mais forcément des maths, de l'éco ou de la géopo tous les jours, en proportion à peu près de la pondération du poids dans les épreuves de concours. Hein. Ça veut dire que les maths, c'est entre un tiers et on va dire un tiers de votre temps minimum, hein, 40% peut-être, 4 heures tous les matins. Et puis, donc, pour les maths, bah, par bloc, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui, je fais des suites, demain, je fais des intégrales impropres, en avançant progressivement dans le cours d'analyse, le cours d'algèbre, le cours de proba en parallèle, donc je sais pas où vous en êtes de vos révisions, peut-être que cette partie-là est déjà terminée, sinon, eh bien, n'hésitez pas à vous dire, voilà, je dois me faire absolument 4 heures sur les fonctions, notamment attention au chapitre de première année où parfois en deuxième année on est un peu léger parce qu'on n'a pas trop revu les développements limités ou les fonctions continues, les fonctions dérivables, des choses comme ça. Donc c'est important d'être aussi solide sur le programme de première année. Il y a des sujets de concours qui traitent uniquement du programme de première année. Hein. Donc exactement comme en géopo ou en éco. Donc attention, c'est pas toujours le programme fait le plus récemment qui va tomber au concours. Donc ensuite, au sein de votre bloc de maths, oui, alors 4 heures de maths sur, disons, les intégrales impropres, si vous êtes en fin de révision. On peut évidemment finir par des annales, des choses plus originales qu'on n'a jamais vues. N'hésitez pas à m'en reparler si j'oublie. Mais dans une phase logique thème par thème, eh bien, dans votre 4 heures de maths, disons, vous allez commencer par relire votre cours, j'en parlais tout à l'heure, le comprendre, vérifier, normalement ça a été fait pendant l'année, mais bon, il est peut-être temps de vous dire, bon, bah, maintenant je vais vraiment coltiner ce théorème, essayer de comprendre cet exemple que le prof a donné, que je recopie depuis un an, sans être vraiment sûr de moi, ou en lisant vos notes de l'année dernière, vous allez vous dire, ah bah tiens, mon prof l'année dernière, il m'avait donné tel exemple, donc n'hésitez pas à reprendre aussi vos notes et à vérifier que vous comprenez vraiment tout, c'est le moment, hein. C'est pas le truc que vous disiez tout le temps, on verra plus tard, c'est maintenant. Là, il faut arrêter de déconner. Maintenant, il faut vraiment vous coltiner cette notion. Hein. C'est très important. Donc, le cours, ensuite, donc ça peut être une demi-heure, on va dire, je relis mon cours, je me le récite.
Le chat est un peu bloqué là. Les chaînes de Congratief, c'est quoi cette histoire, Thomas Balu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, ensuite, le cours. Derrière, je vais reprendre des exos de mon prof. Alors, encore une fois, vous avez des exos, hein, je parle d'un exercice thématique. Par exemple, une planche de TD que certains profs vous auraient donné. Alors les questions de maths, je vais pas m'y attarder tout de suite, j'y répondrai peut-être dans le chat demain, Alexis, Thomas. Là pour le coup, ou alors jeudi matin, là on va se concentrer sur des conseils un petit peu généraux par rapport aux épreuves. Hein, voilà, mais vous pouvez les poser dès maintenant, comme ça on les aura sous la main. Donc oui, je refais les exos de mon prof. Alors ceux qui ont déjà été faits, bien compris, c'est pas forcément la peine de les refaire. Vous êtes assez grand pour savoir si une notion est plus ou moins doit être revue, ou un exercice doit être revu, ou si vous pensez que la méthode qui est derrière, et c'est ça qui compte, hein. Bien sûr, quand on travaille un exercice, ce qui compte c'est la méthode et pas l'exercice en tant que tel. Vous ne devez pas faire un travail de mémoire sur ah ouais tel exo, je me rappelle, j'avais fait un lundi, je l'avais noté de telle couleur en haut de telle page, voilà comment il fallait faire, c'est la méthode que vous devez retenir. Donc refaire un exercice de votre prof, ceux qui vous ont le plus embêté, sachant que parfois des exercices sont un peu éloignés des concours, donc normalement vos profs ont dû vous dire voilà ça c'est un classique, vous devez le maîtriser, ça franchement c'est plus dur, c'est peut-être plus axé tel niveau d'école ou tel niveau d'élève, à vous de voir. Vous êtes assez grand, j'espère, pour savoir si tel exercice doit être repris ou non pour vous. Donc reprendre les exercices thème par thème, l'intérêt c'est qu'en faisant 5-10 exos sur les intégrales impropres, vous allez bien mieux maîtriser le chapitre qu'en faisant une annale éventuellement où il y aura 3 questions d'intégrale impropre. On ne sait jamais, il y a des annales bien choisies qui font le tour du programme intégral impropre, mais une annale, malheureusement, ne va pas utiliser peut-être tous les théorèmes pour montrer qu'une intégrale converge. D'accord? Donc refaire 5-10 exos, un exercice, n'est pas forcément facile. Ça a l'avantage, si on les enchaîne en faisant 5 ou 10, de permettre de bien vérifier qu'on sait son cours. Si c'est pas le cas, pause, on retourne voir son cours et on relit rapidement les propriétés qui pourraient nous être utiles face à la question, pour résoudre la question qu'on a sous les yeux. Et puis sinon, on essaye de bien retenir enfin la méthode de cet exercice. Et c'est la méthode que vous devez retenir, c'est absolument pas le contenu lui-même, hein, d'accord? Si vous pensez à une autre option, tiens, pourquoi le prof il n'a pas utilisé tel théorème? Alors, il y a des profs qui proposent plusieurs méthodes, j'espère, dans les corrections. Si c'est pas le cas, encore une fois, demandez à vos profs, demandez-nous, est-ce que telle option marchait ou marchait pas? Posez vous-même la question, doutez encore une fois, tiens, pourquoi on n'a pas utilisé tel théorème? Ah bah ouais, il manquait telle hypothèse. C'est comme ça que vous allez être solide. C'est en vous rendant compte que tel théorème ne marche pas dans telle situation et vous allez comme ça vous fabriquer vous-même votre algorithme de méthode. Vous avez le droit évidemment de nous faire une fiche de méthodologie, il est encore temps. Pour les premières années qui passent les concours, ça vous servira pour l'année prochaine. Pour les deuxièmes années, peut-être qu'ils cuberont, je ne le souhaite pas, mais ça n'est pas l'enfer si ça arrive. Voilà, on peut déjà avoir mémorisé, travaillé ces méthodes. Encore une fois, vos profs vous ont sans doute déjà donné des conseils méthodologiques, j'espère. Servez-vous-en. Mais faire un exercice, refaire un exercice plutôt là, c'est vraiment maîtriser la méthode qui est cachée derrière cet exercice. Et c'est comme ça que vous allez vraiment être solide. En vous disant, ah oui, tiens, je sais que dans telle situation, je peux utiliser telle méthode. Et être bien clair sur les différentes propriétés que vous avez sous la main et comment elles peuvent vous servir. Je passe mon temps à regarder plein d'écrans, hein, vous savez, on est multiconnectés ici, donc voilà, ne vous inquiétez pas d'un regard vacillant, je ne regarde pas un match quelconque en direct à ma gauche ou à ma droite. Le basket, de toute façon, c'est la nuit depuis ce week-end. Voilà. Et puis lors des arguments, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous dites, ah oui, tiens, oui, tel exo, c'est bon, je me rappelle, on fait ça et ça, vous regardez la correction, vous vous rendez compte, c'est pas forcément la peine de le refaire, si vous vous rappelez de la méthode, vous griffonnez, ah oui, ok, on va faire ça, celui-là, je le maîtrise bien, je ne vais donc pas le refaire. Validez évidemment que vous n'êtes pas trompé, soyez honnête avec vous-même, sinon je me le coltine et je me prends un quart d'heure et j'essaie vraiment d'y réfléchir et de comprendre une fois pour toutes la correction proposée par mon prof. Oui, retenez la méthode et retenez aussi l'ordre des arguments, hein. Ça c'est vrai aussi pour les nouveaux exos, les nouvelles annales que vous allez peut-être faire en fin de révision. Demandez-vous si les arguments sont les mêmes et s'ils sont dans le même ordre. En maths, c'est rare qu'on puisse utiliser une démonstration en changeant l'ordre des arguments, d'accord, un peu comme en disserte, en philo, en éco, en géopo, il y a une dissertation, un raisonnement, et on part d'un point A à un point B, avec un enchaînement logique, j'en reparlerai après, mais quand vous regardez si le prof avait fait pareil, ou le bouquin avait fait pareil, demandez-vous aussi, pas seulement le résultat est le bon, pas seulement, ah ouais c'est bon, j'ai dit que la fonction était continue, j'ai dit que c'était le théorème des valeurs intermédiaires, mais est-ce que j'ai donné les arguments dans le même ordre?
Si c'est pas dans le même ordre, s'il vous manque un argument, essayez de vous demander encore une fois, est-ce que c'est normal, pas normal, est-ce que ça revient au même, est-ce qu'on s'en fout? En général, on s'en fout pas. D'accord? Il ne faut pas donner d'arguments en plus ou d'arguments en moins. Idéalement, on donne exactement les arguments nécessaires et on les donne au bon moment. Lors des arguments, réfléchir au brouillon, hein, encore une fois, sauf si c'est un exo que vous avez l'impression de maîtriser, d'avoir fait plusieurs fois, bon bah on se le coltine, on y va. Si on pense qu'on le connaît bien, bon bah notez les grandes idées et validez évidemment dans la correction que c'était bien, que vous ne vous êtes pas trompé, que vous ne vous êtes pas menti. Ne lisez pas la correction directement, ça ne sert absolument à rien. Vaut mieux faire 4-5 exos à fond que 10 exos en diagonale, ça ne sert absolument à rien. Les nouveaux exos, bah, vous pouvez vous dire tiens, je maîtrise pas les séries, les intégrales impropres, ça sert à rien de faire des annales si on a l'impression qu'on a une grosse lacune des lacunes dans un chapitre particulier, peut-être même dans plusieurs chapitres. Je connais des élèves qui ont eu de très très bonnes notes au concours, qui n'avaient jamais fait une annale de leur vie, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Évidemment, on a envie de voir un peu un sujet global, mais si déjà on a des lacunes thème par thème, on va dire, il vaut mieux vous taper 4 heures sur les fonctions, 4 heures sur le dénombrement, que vous faire quelques annales qui vont pas vous faire progresser tant que ça sur les fonctions ou sur le dénombrement. Donc encore une fois, soyez honnête avec vous-même, chapitre par chapitre, essayez de vous dire de quoi j'ai vraiment besoin. N'hésitez pas à poser des questions par chat dans ce sens-là, ou de poser des questions individuelles. Si vous avez besoin de conseils individuels là-dessus, je vous répondrai après. Et bien sûr le travail concentré, hein. Donc les nouveaux exos, pourquoi pas, dans des bouquins sur internet, trouver des choses avec des corrections si possible fiables, et concentré, hein. Concentré, ça veut dire on éteint Facebook, on éteint son portable, on coupe le son, on range ça, et on se récompense si besoin par une petite carotte en disant bah voilà, je bosse 2 heures, je fais une pause d'1/4 d'heure et je m'y remets, des choses comme ça, mais il n'y ait pas des choses connectées autour de vous, vous n'allez pas réussir à travailler, il va falloir quand même pendant les 4 heures d'épreuve être concentré pendant 4 heures, vous avez connu ça normalement pendant toute l'année. Donc ce serait bien d'en être capable, évidemment, aussi pendant les révisions. D'accord? Voilà, alors je pense que j'ai parlé de tout ça. Faire, refaire et comprendre, bien sûr, hein, évidemment, c'est vraiment maintenant, il va falloir, faut s'obliger à comprendre absolument les choses. Le point 3, se préparer. Alors être en forme physique, le sommeil, le matériel. Alors ça paraît un peu ridicule peut-être, mais ça ne l'est pas du tout. Vous avez, voilà, c'est les concours, c'est une épreuve physique, alors avant elle était encore plus, mais voilà, il faut être en forme, hein. Il faut être en forme pendant les révisions, donc ça sert à rien de travailler jusqu'à 1h du mat ou 2h du mat pour être dans le coltard le lendemain matin. Mettez-vous dans le rythme des concours, aux horaires des concours, vous avez regardé à quelle heure vous allez vous lever pendant les concours, et commencez dès maintenant à vous lever à cette heure-là pour être dans le rythme, que ce soit pas un choc la semaine prochaine de mettre le réveil à 6h ou à 7h, ou à 8h, mais là ça craint. Voilà, soyez dans le rythme de vos concours, y compris les jours fériés, à mon avis, y compris les week-ends. Grattez un peu de temps si vous voulez le matin, si vous êtes un peu fatigué. On n'est pas tous égaux devant le sommeil, c'est sûr, mais voilà, il faut vous mettre dans cette logique-là et ne pas vous coucher trop tard. Ça sert à rien de bosser 1 heure ou 2 heures de plus le soir pour d'abord être à moitié concentré et faire un travail qu'on fera le lendemain beaucoup plus frais ou fraîche en une demi-heure. Donc en termes de temps pur, c'est débile. On dort mieux quand on se couche plus tôt, c'est vrai aussi, c'est prouvé. Et donc, vous serez peut-être aussi plus frais le lendemain matin pour vous taper vos 3-4 heures de maths. J'attends vos questions sur les conseils d'organisation, de travail, n'hésitez pas. On va parler après, évidemment, des épreuves en tant que telles, de la rédaction, du brouillon, de la spécificité de chacune des écoles. J'ai oublié de vous donner le plan, c'est très mal dans une introduction, il faut toujours donner son plan. Pardon, mais ma prépa, j'ai fait HEC aussi, je ne vous l'ai pas dit. Mes années de prépa sont de plus en plus éloignées et j'oublie les rudiments de l'exposition. En école aussi, pourtant, on s'habitue à ça. Ensuite, donc oui, pardon, excusez-moi. Oui, il faut être en forme physique, le sommeil, hein, donc essayez d'être bien clair sur ce qu'on attend de vous, enfin sur le fait d'être en forme. Donc respectez vos rythmes de sommeil, regardez à quel moment vous mettez à bâiller le soir, c'est le moment où vous devez vous coucher. S'il est trop tôt, eh ben, on a tous des cycles de sommeil entre 1 heure et 1h30, et toutes les heures à heure et demie, eh bien le nouveau cycle arrive et c'est le moment où on va s'endormir beaucoup plus facilement. Vous trouverez tout sur internet sur les cycles de sommeil. Apprenez à vous coucher au bon moment pour pas tourner en rond après pendant la nuit. C'est vrai aussi pour le réveil, mais encore une fois, le matin, vous devez vous mettre en rythme concours, donc vous n'allez pas choisir l'heure de votre réveil selon votre cycle de sommeil. Vérifiez aussi votre matériel, évidemment. Donc, matériel,
Thomas, la réponse est non. Hein. Encore une fois, ça n'est pas une notion qui est, selon moi, au programme, à moins que je me sois trompé. La réponse est non. Alors, le matériel, oui, hein, vous devez avoir une équerre ou une règle pour encadrer vos résultats. C'est essentiel. Vous n'allez pas encadrer à main levée les résultats que vous allez exposer ou souligner à l'arrache. Hein, c'est important. Ayez toutes les couleurs disponibles. Éventuellement, un blanc correcteur, même si je ne suis pas du tout un fan du blanc correcteur. On en reparlera un petit peu après. Pourquoi ça défile plus là? Oh là là, il y a plein de questions que j'ai ratées. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, en fait, vos questions, elles arrivent. Il y a un truc très bizarre là. Témoin de révision, je ne suis pas sûr de comprendre. Magic Johnson, Larry Bird, oh là là, de quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de copier-coller, non? J'ai beaucoup trop de questions là. Alors j'ai récupéré, je pense, un chat, excusez-moi, je pense que j'ai un chat qui vient des autres matières, là. Il y a un truc bizarre dans le chat. Donc je ne sais pas si on peut revenir au chat original. Je n'ai pas le bon chat, excusez-moi. Je remonte, je ne sais pas où je suis. Je suis là. Je pense qu'il y a eu un chat, il y a un truc un peu bizarre au niveau du Google Doc. Au niveau du chat, je vais attendre de voir si ça se rectifie, mais n'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, si je ne les réponds pas en direct pour des petits problèmes techniques, j'y répondrai après. Oui, le matériel, ayez les différentes couleurs dont vous aurez besoin, ayez de quoi tracer les courbes représentatives, tracer les droites, n'hésitez pas, hein, d'accord? C'est vraiment important d'avoir le matériel, c'est vraiment dommage de se retrouver coincé, se rendre compte qu'on n'a plus d'encre ou je sais pas quoi, c'est la honte. Donc vérifiez évidemment votre matériel, votre montre, les piles de votre montre. Je ne sais pas si les montres sont encore autorisées en concours avec les problèmes d'objets connectés, mais bon, vérifiez évidemment que vous n'allez pas avoir des problèmes de cet ordre-là. Les portables, de toute façon, chargés ou pas, à mon avis, vous n'aurez pas le droit de vous en servir. Ils vont être ailleurs. Les Q peuvent nous confirmer ça d'ailleurs. Moi, les portables n'existaient pas quand j'ai passé les concours. Eh oui. Il y avait des téléphones dans les voitures, mais bon, on passait pas ces concours en voiture. Il n'y avait pas encore le drive-in. Le concours drive-in n'existait pas. Ensuite. Bon, le live a l'air d'être, le chat a l'air d'être reparti, donc tout va bien. Le point 4. L'impasse sur les DL d'ordre 3, Thomas. Pareil, tu me parles de maths là. Ah, là, là. Bon, je vais répondre à Thomas quand même. D'abord, en voie éco, les DL s'arrêtent à l'ordre 2, sauf erreur. Et en voie S, de toute façon, tu peux connaître directement les formules. Hein. Taylor-Young te donne le DL dans le cas général. Et après, on peut connaître les DL usuels. Non, il faut les connaître, ça peut arriver, un DL d'ordre 3. Mais je parlerai de maths encore une fois plutôt demain et jeudi, si c'est possible. Alors, savoir lire un énoncé pendant l'épreuve. Si on est en avance sur son programme de révision, eh ben oui, j'en ai pas parlé. Effectivement, dans la fin des révisions, là, pourquoi pas se lancer dans d'abord refaire des DS, hein, qui peuvent être des annales de concours d'ailleurs de vos profs, refaire des DS et je reviens un peu au point 2, refaire des DS ou faire des sujets originaux, des annales originales, pourquoi pas, pour voir un petit peu effectivement se confronter à des choses un peu plus globales où il faut travailler un peu plus l'enchaînement des questions, le passage d'un chapitre à l'autre. Ça, ce sera important aussi peut-être de prendre un peu de recul. C'est vrai que les exos, on est chapitre par chapitre. Idéalement, c'est bien s'il reste un petit peu à la fin du temps, soit pour reprendre un sujet un peu plus global de 2 heures ou de 4 heures, soit pour... Il y a encore un problème de collage dans le chat, là, hein. Soit pour faire des choses nouvelles qui peuvent être une annale, mais une annale bien choisie, ou un DS de son prof qui va être un peu plus long, mais qui va quand même être peut-être sur les intégrales impropres, ou un DS d'analyse. Voilà, donc qui permettra quand même un sujet, on va dire, de 2 heures, de réviser à nouveau et de revoir le cours, les méthodes, mais aussi l'enchaînement des chapitres et les idées qu'on peut avoir, la lecture d'un énoncé, mais j'en parlerai aussi juste après. Pourquoi pas des sujets originaux, des annales de 4 heures, mais en étant sûr qu'on se concentre sur un sujet de concours, un sujet utile, parce qu'il y a des sujets de concours, ils ont beau être tombés, ils n'ont aucun intérêt dans une période de révision. Alors d'accord, c'est tombé, mais ça retombera pas. Donc c'est pas la peine de se taper un sujet d'HEC qui plane. Alors d'accord, ça permet de voir un peu à quoi ça ressemble, mais regardez ça en diagonale une demi-heure. Il vaut mieux vous concentrer sur il y a des sujets d'HEC utiles à revoir, il y en a qui le sont moins. Ils ont beau être tombés, j'estime d'un point de vue pédagogique leur intérêt très très limité. Voilà. Donc on peut faire des sujets plus transversaux de son prof, ou bien pourquoi pas des annales inédites, mais bon, dans ce cas-là, soyez sûr de leur intérêt. Dans les bouquins en général, c'est indiqué, vous pouvez aussi
demandez des conseils sur le chat et si possible, en précisant votre niveau, on va dire, ou l'objectif d'intégration que vous avez, et votre filière, évidemment, entre voix éco, voix S, éventuellement voix techno. Je ne sais pas s'il y a des voix techno aussi qui suivent ce live. On pourra vous donner quelques conseils, bien sûr. Pour trouver des sujets. Alors, la préparation, indépendamment de ce dont on a parlé avant, il va aussi falloir, pendant l'épreuve, là on passe à ce qui se passe pendant l'épreuve, donc pendant les 4 heures d'épreuve de maths, en première option, ce que je vous suggère, c'est de savoir lire l'énoncé. C'est 4 heures de maths, hein, les épreuves de concours. Hein. Oh là 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 là. Non, c'est 4 heures. Hein. Il va falloir se faire les 4 heures en entier. Non, c'est 4 heures. Il y a toujours des choses à faire. Hein. On ne sort pas avant 4 heures. Hein. Ça, c'est impossible. Savoir lire, il faut savoir lire d'abord tout le sujet. Il faut savoir lire tout l'exercice. Et il faut savoir lire l'exercice ou le problème, hein, j'aurais pu dire, parce que évidemment vous allez avoir des problèmes. Et je vous conseille aussi de lire toute la question. D'accord? Ça c'est important de faire tout ça. Alors qu'est-ce que je veux dire? Savoir lire tout le sujet. Donc vous commencez impérativement par lire au moins en diagonale tout votre sujet. C'est vrai aussi d'ailleurs quand vous faites un petit problème de révision dont on vient de parler pour boucler un peu la fin de vos révisions et faire un sujet un petit peu plus global. Voilà, lire en diagonale pour savoir un peu de quoi ça parle. Alors, quand il y a plusieurs exos ou plusieurs problèmes, on en reparlera spécifiquement après, eh bien ça permet déjà de savoir un peu à quoi vous attendre. Ah oui, on va me faire de l'algèbre à tel moment, de l'analyse à tel moment, des probas, tiens, il y a des matrices, oh là il y a de l'informatique, tant mieux, tant pis. Voilà, de voir un petit peu comment ça se passe. Alors quand c'est un seul problème, ça c'est pour les voies S, quand c'est un seul problème, vous avez quand même des parties un petit peu différentes et vous pouvez voir un peu quand même où est-ce qu'on vous embarque. Souvent dans les parties, il y a voilà, une partie qui va être plutôt analyse, une partie plutôt algèbre, ou cas particulier, cas général, des choses comme ça. Pour tous les sujets de voie éco ou en voie S, quand il y a plusieurs exos, plusieurs problèmes, voilà, vous pouvez déjà savoir un petit peu de quoi ça va parler globalement. Vous lisez en diagonale, en gros, le sujet. Quand il y a plusieurs exos ou plusieurs problèmes, j'en parlerai spécifiquement après, eh bien ça permet de déterminer éventuellement par quoi je vais commencer. Tiens, ça me plaît plus, ça me plaît moins, je vais plutôt résoudre dans cet ordre-là. D'accord Non, le nom des candidats n'apparaît pas sur les copies. Hein. Si c'est pas une erreur de copier-coller, bien sûr que non, c'est complètement anonyme et vous ne devez pas rompre l'anonymat en mettant votre 06 ou votre nom ou un billet avec votre adresse, évidemment, dans votre copie. Donc, voilà, lire le sujet en diagonale pour éventuellement savoir... Pourquoi on parle de géopo ? On répond pas aux questions de Géopo là aujourd'hui. C'est pas moi qui fais le live de Géopo. Oui, il y a des maths au concours de voie éco, mais je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être pas encore concernés par les concours de prépa là. Oui, après concours prépa, il y a des épreuves de maths, c'est l'objet de ce live. Bien étrange cette question. Donc, où en était-je? Oui, lire le sujet pour éventuellement savoir par quoi vous avez commencé. Vous commencez par l'exercice que vous voulez, par le problème que vous voulez. Alors quand c'est un seul problème, en voie S, évidemment, c'est bizarre de commencer par la partie 2 et pas par la partie 1 parce qu'il y a évidemment des enchaînements. La maths 2 commune, d'ailleurs en voie éco, peut éventuellement être un seul sujet. Donc voilà, bon, évidemment quand c'est un seul problème, vous allez plutôt faire les parties dans l'ordre, mais quand il y a plusieurs exos, plusieurs problèmes, vous pouvez décider, j'en reparlerai après, mais par quoi vous allez commencer, donc ça c'est important. Ensuite, bon, sachant que l'idée n'est pas non plus tout de suite de faire une chasse aux points, de ne pas vous dire tiens, là je pourrais choper des points si ça se passe mal. C'est vrai que ça peut servir à ça de vous dire bon voilà, là ça parle d'intégrale, je m'y connais. Dans ce cas-là, autant commencer par cette zone-là. Si c'est un seul problème, bon, gardez dans un coin de votre tête, tiens, je pourrais quand même espérer aller choper des points à cet endroit-là. Mais c'est pas votre démarche naturelle parce que c'est compliqué de choper des points et de faire du zapping, ce qu'ils appellent du zapping dans les rapports de jury dès le début, c'est compliqué parce qu'il faut à chaque fois sauter des questions, essayer de comprendre, de lire en diagonale, tiens, qu'est-ce qu'il faut admettre, qu'est-ce qui a été montré dans les questions que je zappe, etc. Alors c'est éventuellement à faire si au bout de 2 heures, 2 heures et demie, ça se passe mal, on se sent pas bien, on réussit pas son sujet. Là peut-être il va falloir effectivement limiter les dégâts et donc faire du zapping. Mais bon, cette démarche de lire le sujet en diagonale, c'est pas dans la logique de chasser les points pour l'instant, même si dans un coin de sa tête, on peut peut-être se dire, là, il y aura peut-être des points à choper. De toute façon, les questions qui ont l'air faciles, elles vont pas rapporter beaucoup de points, donc même si on fait ça, c'est pas forcément la bonne démarche, hein, du tout. Ensuite, donc l'ordre de résolution des questions. Alors à l'EDEC, je le dis tout de suite, c'est très long un sujet de l'EDEC, donc à l'EDEC, il y a 3 exos, un problème. En général, on va sacrifier un exo. Donc cette lecture en diagonale, elle va vous permettre de vous dire, bon bah voilà,
cet exo-là, j'ai pas envie de le faire, il parle d'estimateur ou de convergence en proba. Ça aussi très classique, hein, convergence en loi en proba, pas d'impasse. Convergence en... Alors proba c'est pas en voie écho, hein, mais convergence en loi et en convergence en proba pour les voies S. On peut se dire ça me plaît pas, je zappe. Alors après on peut se tromper hein, sur l'impression qu'on a et on peut dire j'écarte cet exo pour le chapitre, mais finalement c'est peut-être pas un exo dur. Mais bon, si déjà c'est des notions qu'on n'aime pas trop, on va pouvoir les écarter. À l'EDEC, je le dis tout de suite, hors de question de zapper le problème. Il faut sacrifier un des exos, mais surtout pas le problème. Je reparlerai de ça un petit peu en détail après. Ensuite, vous devez aussi lire votre exercice. Une fois que vous avez votre problème ou votre partie, hein, si c'est un sujet en plusieurs parties, un sujet unique, ça arrive, lisez au moins le premier problème en entier, ou l'exercice en entier, ou la première partie, pardon, ou le problème auquel vous allez vous attaquer pour voir un petit peu où est-ce qu'on vous embarque. Bon, d'abord, parfois, il y a des petites explications, on vous dit, voilà, l'objectif de cette partie, c'est ça. Bon, parfois, ça sert à rien de lire l'objectif, on n'en voit pas le bout parce que c'est à la dernière question du sujet, ou à la dernière question de la partie qu'on va pas réussir à résoudre. Ça peut aider quand même, il y a des titres, des sous-titres aux questions, ça vous donne un peu le cheminement, les concepteurs de sujets sont relativement cartésiens, ils ont construit un plan de raisonnement, donc ça peut vous aider à comprendre un petit peu le cheminement. Pas toujours, mais ça peut aider, les sous-titres. K où F est croissante, K où F est décroissante, K général, etc. etc. Voilà, ça peut vous aider, donc lisez quand même bien votre problème, et puis il peut y avoir des questions postérieures qui vont vous aider à répondre à la question précédente. Par exemple, on va vous dire montrer que étudier la convergence de la suite UN. Peut-être que la réponse c'est qu'elle diverge, on ne sait pas, étudier la convergence. La suite est-elle convergente, par exemple? Avec mon geste de la main, c'est mieux comme ça. Hop. Peut-être que dans les questions qui suivent, il y a la valeur de la limite, ou il y a un équivalent, par exemple. Donc, lire son exo en entier, ça peut vous permettre de voir un petit peu, évidemment, c'est pas comme ça que vous allez argumenter, mais lire les questions suivantes, ça peut vous aider à savoir un petit peu, sans doute, à deviner quelle est la réponse attendue. Encore une fois, vous n'allez pas vous servir dans l'argumentation des questions suivantes, mais ça peut vous aider. Donc, lire la partie ou l'exercice que vous allez résoudre, ou le problème que vous allez résoudre en entier. Il y a peut-être encore une fois des intitulés question par question, où il y a peut-être des sous-parties, mais lisez-le d'un trait pour voir un petit peu où est-ce qu'on vous mène. Ensuite, la numérotation des questions aussi, hein, d'accord? Comment c'est fait, la cohérence des résultats? Est-ce que vos résultats sont cohérents avec la suite? J'ai parlé de limites, mais ça peut être, il y a d'autres choses qui peuvent être incohérentes, et souvent, moi, je reproche aux élèves des résultats incohérents. Donc là, c'est juste de la lecture d'énoncés, de la compréhension. D'accord? Alors, j'ai plus de questions dans le chat, si je les vois arriver. Pas sûr de les voir bien lisibles sur le Google Docs. Hein, donc, bon, je continue. Donc, la logique, la numérotation des questions, hein, c'est pas pareil. Une question qui s'appelle 2C et une question qui s'appelle 3A. Ça a l'air très bête ce que je dis. Mais la question 3A, peu importe la partie, le problème, l'exercice, la question 3A, logiquement, on va se mettre dans une nouvelle situation. Peut-être même qu'au petit 3, on vous dit dans cette question blablabla, avec un objectif ou une hypothèse. Question 3A, montrer quelque chose. On peut penser que c'est nouveau. Peut-être ça utilise les questions 1 et 2, mais une question 3A, elle peut très bien vous emmener dans quelque chose de nouveau qui servira sans doute dans la suite. Une question 2C, ne serait-ce que parce qu'elle s'appelle 2C juste avant le 3A par exemple, on peut penser que le 2C, c'est une conclusion de la question 2. Il y a peut-être marqué en déduire dans le 2C, mais même si dans le 2C, il n'y a pas écrit en déduire, le fait qu'elle s'appelle 2C, ça veut sans doute dire qu'elle conclut avec le 2A et le 2B une petite démonstration, qui peut-être d'ailleurs servira au 3A. Mais le 2C ou le 3A, je sais déjà qu'il ne va pas se passer exactement la même chose au niveau de mon raisonnement. D'accord? Donc apprendre à lire, c'est aussi important, et ça peut vous servir dès maintenant dans les révisions, quand vous reprenez un exercice ou un DS ou un problème un peu plus global, évidemment. Et enfin, oui, lire toute la question, hein, lisez la question. Combien de fois on voit des élèves qui n'ont pas vu l'aide, qui n'ont pas vu à la fin on pourra faire ci ou ça parce que c'était pas très lisible, parce que voilà, ça dépend un peu de la syntaxe, de la police. N'hésitez pas sur le chat, hein, j'attends vos questions. Je les vois pas, peut-être qu'elles existent, j'y répondrai encore une fois après si je les ai pas eues en live. Oui, donc lisez toute la question, c'est trop ballot, même de pas répondre à toute la question, de pas voir qu'il y a une indication. Dans cette question, on suppose que F est positive. On utilisera la question d'avant, en déduire, montrer alors, 2C, tout ça, ce sont des indications. Donc appliquez-vous dans la lecture de votre question.
les hypothèses, hein, on suppose telle question, etc. On suppose, pardon, on fait telle hypothèse, on suggère telle aide, on déduire, montrer. Alors oui, la lecture, c'est aussi, est-ce qu'on vous dit montrer que, est-ce qu'on vous dit justifier que, montrer et justifier, c'est pas la même chose. Si on vous dit montrer, on attend une preuve mathématique. Justifier, c'est peut-être juste une phrase d'après le cours, reconnaissant une somme de Riemann, on a, d'accord. Justifier, ça fait appel sans doute à quelque chose de relativement simple et rapide ou qui est dans le cours. Montrer, démontrer, prouver, les mots employés par les concepteurs ont un sens également, d'accord. Donc voilà, apprendre à lire, hein, très clairement. Ensuite. De quoi on parle? Alors la gestion du temps, il me semble, hein, si je me trompe pas. Le point suivant, c'est la gestion du temps. Voilà, alors, gérer son temps. Bah voilà, qu'est-ce que je vais faire pendant mes 4 heures? Gérer son temps dans le sujet, dans l'exercice et dans la question. À nouveau, hein, c'est un petit peu le même découpage. Alors la gestion du temps, c'est pas la même selon les écoles. Hein. On va parler à la fin de la spécificité école par école. On prévoit normalement de finir autour de 19h. Je suis bavard. J'ai des questions plus ou moins pertinentes auxquelles je ne cesse de souhaiter répondre. Mais il y a un filtre, hein, donc je n'ai pas toutes vos questions, toutes vos remarques. Désolé, je n'ai que les remarques les plus pertinentes. On fera un classement des questions les plus pertinentes. D'ailleurs, vous aurez une photo dédicacée de toute l'équipe d'Objectif HEC. Donc gérer son temps dans le sujet. Alors selon le contenu des sujets, je peux quand même déjà anticiper un petit peu. Vous allez avoir un seul problème. Bon bah là, il va falloir vous occuper un petit peu, vous forcer à avancer régulièrement, même si le barème dépend parfois de l'école et qu'un sujet long n'a surtout pas besoin d'être terminé. Vous avez des écoles où il y a 2 problèmes, donc là il va falloir bien s'occuper, il y a un décalage image-son, hein, je ne sais pas si c'est un problème technique. Vous allez avoir des sujets avec plusieurs problèmes ou plusieurs exercices, donc dans ce cas-là il faut bien découper votre temps. Je répète qu'à l'EDEC on sacrifie un exo, mais découper le temps de manière un petit peu intelligente, c'est-à-dire que quand il y a à l'EDEC 3 exos, un problème, le problème il vaut 2 exos. Donc le temps consacré au problème, c'est le double, on va dire 2 heures, et les 2 autres exos, 1 heure, et vous sacrifiez le 3e exo pour les decks par exemple. Lyon en voie S, vous avez 2 problèmes, regardez un peu la longueur des problèmes, a priori, ça risque d'être du 50-50, sauf exception. En général, à Lyon, il y a 2 problèmes de longueur à peu près égale. Parfois, il y a un seul problème dans les grands millésimes, mais souvent, c'est plutôt... 2 problèmes. Voilà. Vous avez plein d'écoles avec en voie éco avec 3 exercices. Regardez un petit peu les longueurs. Adaptez-vous un petit peu à la longueur pour le découpage de votre temps en essayant de vous y tenir, pas à la minute près bien sûr, mais on en reparlera dans les conseils spécifiques. Alors on peut laisser des blancs bien sûr hein, sur ces copies s'il y a des questions qu'on n'arrive pas à résoudre et éventuellement y revenir après. Mais bon, moi j'y crois pas trop. J'adore pas d'ailleurs de toute façon cette idée-là. Encore une fois, les sujets sont relativement longs. Il vaut mieux passer du temps, là on passe dans la gestion du temps question par question, passer du temps pour chaque question, à réfléchir, 10 minutes, un quart d'heure. Si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on n'a pas de piste, on passe à la suite. Je vais parler après du travail au brouillon, là je parle du temps. On se donne un temps limite, il n'est pas possible au concours de rester une demi-heure, 40 minutes sur une question. C'est impossible, c'est un concours. Par orgueil, c'est une erreur, je l'ai faite moi au concours, on peut vouloir rester trop longtemps sur une question, c'est débile, c'est un concours, d'accord. Vous pourrez après reprendre la question, demander à vos profs, c'était facile, pas facile, etc. Mais c'est un concours, on ne peut pas rester trop longtemps sur une question, on va perdre des points parce qu'on ne va pas répondre à d'autres questions. Alors une question qui résiste, évidemment, le barème est sans doute conséquent, mais si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, tant pis, soit c'était débile et on a déjà passé un quart d'heure à ne pas marquer juste un quart de point ou un demi-point, soit c'était vraiment compliqué. Si on est vraiment sec et qu'on n'a aucune piste, bon bah tant pis, c'était une question plus difficile. C'est souvent le cas en fin d'exo, en fin de partie, en fin de problème, évidemment, ça se complique. La numérotation aussi, d'ailleurs, elle vous dit des choses. Hein. Si c'est 3A, 3B, 3C, bon voilà, c'est 3 étapes. Peut-être après, c'est question 4. Paf, question 4, montrez ça. Là, peut-être. Et puis derrière, partie 2. On peut penser, sans jamais avoir fait le sujet, que voilà, ça se corse peut-être, c'est peut-être une synthèse plus ou moins détaillée, mais peut-être pas du tout de tout ce qui s'est passé avant. Donc je reviens un petit peu sur mon histoire de numérotation des questions. On peut laisser des blancs, donc, hein, évidemment. Oui, je suis pas fan. Alors on peut oublier l'idée de faire une copie double par problème ou par exo, parce que c'est un cahier agrafé que vous avez au concours. Hein. Donc il n'est pas question d'insérer des copies, partie 1, partie 2, exo 1, exo 2, tout est agrafé. Vous avez un cahier de 24 pages. Vous n'allez pas commencer à laisser des blancs et à demander 4 rallonges pour chacun
chacun des exos, hein, ça marche pas comme ça. Bon, on peut toujours laisser des blancs, on va pas vous en vouloir, mais je vois pas trop l'intérêt. Puis l'autre problème, c'est que faire des allers-retours, ça veut dire que vous allez continuer à réfléchir. Vous allez vous dire, bon bah ok, allez, cet exo-là, j'ai laissé des blancs à tel endroit, je passe à l'exo 2. Mais vous risquez de vous dire, ah ouais, mais en fait, c'est con, j'étais vraiment pas loin, ah, ça se trouve, fallait faire ça, et vous allez, comment dire, vaciller entre plusieurs exercices, c'est idiot, c'est une perte de temps, il faut se remettre dedans, se rappeler un petit peu des hypothèses, c'est vraiment une perte de temps et une perte de points, d'accord? Donc, vraiment, essayez de vous concentrer sur l'exo, et puis une fois que l'exo est terminé, parce qu'au niveau du temps, c'est à peu près le temps que vous étiez donné, bon bah tant pis, on change d'exo, peut-être on reviendra à la fin, mais une fois que vous changez d'exo, vous changez d'exo. Ça vous est sûrement déjà arrivé en DS pendant vos années de prépa, où vous avez peut-être eu quand même en première année notamment des sujets en plusieurs exos. C'est tentant, mais c'est vraiment une grosse perte de concentration et de... Voilà, il faut réfléchir en même temps à deux exos, parce qu'après vous allez dire, ah bah non, ça marchait pas, je reviens à mon exo 2, déjà j'avais montré quoi avant, c'était quoi les hypothèses, vous n'allez pas être dans votre truc. Il faut vraiment être concentré. On n'attend pas de vous, vous répondiez à tout bien sûr, mais vous devez être concentré pour répondre au maximum de questions. Et si vous n'êtes pas dans votre bulle, dans votre exo, avec les notions en cours, les hypothèses, votre brouillon, vous allez vous paumer, franchement. Donc voilà, je laisse des blancs si je veux, et à la fin, uniquement, j'y reviendrai. Mon avis, c'est que vous n'y reviendrez pas. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, ça n'est pas du tout insultant ce que je suis en train de vous dire. On a évidemment le droit d'admettre les questions et de passer à la suite en utilisant le résultat donné. Oui, donc je disais question par question, gérer son temps, bon, son exercice, hein, voilà, on se dit, bah voilà, je me donne 1 heure pour tel exercice, à peu près. Bon, bah donc, je dois me mettre dans le rythme, hein. Il ne faut pas flâner, regarder dehors, manger ses fruits secs sans continuer à réfléchir. Donc, lisez bien, encore une fois, votre énoncé, essayez de chercher des pistes, on va parler du brouillon et des idées que vous devez jeter sur votre brouillon. Voilà, mais le temps, voilà, boostez-vous, et il faut que c'est une petite voix qui vous parle et qui vous dit il faut avancer, il faut avancer. Et si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on est sec, on passe à la question d'après. Alors si le résultat est dans l'énoncé, on peut s'en servir en étant sans gruger et faire croire au correcteur qu'on a prouvé, alors que non, hein, évidemment, c'est la malhonnêteté, je vais en parler après. Et puis, si le résultat n'est pas dans l'énoncé, c'est sans doute que soit c'était une fin de partie et voilà, bon, bah, c'était un truc un peu ouvert, une question un peu qui demande un peu de recul, sans doute. Peut-être c'était dur ou pas. En tout cas, si le résultat n'est pas dans l'énoncé, ça va pas être pénalisant pour la suite, hein. Les concepteurs, ils mettent quand même dans les sujets les résultats importants qui vont servir dans la suite du sujet. Regardez dans n'importe quel concours, en général, il y a des exceptions, mais enfin, en général, les résultats importants sont précisés et permettent de se rassurer pour continuer sa résolution. D'accord ? Donc dans ce cas-là, vous dites, et puis si le résultat est dans l'énoncé et que vous ne l'avez pas démontré, vous dites j'admets ce résultat. Vous ne pouvez pas savoir, j'admets avec un S, hein, écrire j'admets ET, ça pue. Hein. Mais c'est soulageant pour un correcteur qui s'est fait arnaquer. En plus, tout le monde arnaque au même endroit. Donc c'est soulageant pour un correcteur qui s'est fait arnaquer sur 10 copies de voir quelqu'un qui dit j'admets le résultat. Je vous promets que ça rapporte des points, en tout cas dans l'impression que vous laissez. On se dit ah bah merci. Merci de ne pas essayer de m'arnaquer. Alors après, vous pouvez répondre à une partie de la question et après vous dire, bah voilà, je suis bloqué, ça n'aboutit pas, ou manifestement il y a une erreur pour telle raison, ma proba est négative, ça craint, évidemment, mettez des commentaires si vous pensez qu'il y a un problème manifeste, ou bien, si vous avez fait une partie du raisonnement, vous pouvez dire, bon bah voilà, j'en suis arrivé là, j'aimerais montrer que f est croissante, mais je n'y arrive pas. Voilà, peut-être que f n'est pas croissante, ou peut-être qu'elle l'est et que vous n'avez pas réussi, mais voilà, vous pouvez expliquer votre démarche et dire, bon bah voilà, j'admets ce résultat, je passe à la suite, et franchement, si évidemment une partie de votre raisonnement est bon, vous aurez une partie des points, c'est pas tout ou rien un barème. En revanche, l'arnaque est évidemment totalement interdite, il est hors de question d'arnaquer, j'en parlerai après. On essaie de résoudre aussi dans l'ordre, hein. C'est assez désagréable pour un correcteur qu'on lui mette, voir page suivante, désolé, j'ai oublié la question 2B, etc. C'est là où vous devez bien lire votre question, et bien sûr que vous répondez dans l'ordre. Si vous dites voir page suivante ou voir page 12, pensez à numéroter vos pages, bien sûr. Hein. Sinon, ça ne veut rien dire. Le concours blanc, moi j'ai vu, Baptiste, des exceptions entre les premiers au concours blanc qui ratent les concours et les derniers au concours blanc qui réussissent les concours. Donc voilà, ça, le concours blanc, c'est une chose, ça te permet de dire comment tu te situes à un instant T sur ton travail. Mais là, maintenant, c'est autre chose, parce qu'il y a peut-être du stress, parce qu'il y a un rythme plus de marathon qu'il va falloir avoir sur 2-3 semaines. C'est physique, hein, c'est sportif. Certains vont peut-être prendre des produits dopants ou du genre, Guranzan et autres. Moi, je vous conseille surtout de dormir.
faire et d'être le plus serein par un travail et aussi par le sommeil, parce qu'il vaut mieux travailler un peu moins et être en meilleure forme. Voilà, et en se couchant tôt, ben, on est moins sensible au froid qui risque d'arriver, aux giboulées de mars qui cette année sont prévus pour avril. Voilà, donc répondre dans l'ordre, et c'est désagréable pour un correcteur de faire des allers-retours, je vous jure que c'est le cas. J'ai parlé des questions plus dures. Alors il faut aussi prendre le temps de lire. Tout à l'heure je disais lire, oui, en proba c'est normal de rien écrire, hein. En proba discrète, il peut arriver qu'il faille vraiment prendre le temps de comprendre son énoncé, et donc c'est normal de rien écrire, et ne stressez pas de voir les autres qui écrivent. Voilà, tout ça c'est pas forcément gage de compréhension. En probabilité discrète, hein, notamment avec des urnes et tirages, et il y en a souvent, en tout cas à l'EDEC, on voit écho aussi à Lyon. Voilà, bah, prenez le temps de bien lire, remise par remise, numéro distinct, pas distinct, comment ça marche, pour ne pas vous rendre compte au bout d'une demi-heure ou plus tard, ah bah zut, j'avais pas compris que, et devoir reprendre pas mal de raisonnements, hein. Donc ça c'est normal. Aussi au niveau du conseil dans les questions, je disais au bout d'un quart d'heure, si on essaie qu'on peut zapper, il y a des questions qu'il faut absolument pas zapper si possible, c'est les questions graphiques et les questions informatiques. Depuis les concours 2015, le langage a changé, c'est le Scilab, et on constate qu'il y a du Scilab de partout au concours. On nous en annonce encore un peu partout cette année. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a que tout le sujet est consacré à la simulation informatique, mais bon, HEC l'année dernière, je crois qu'il y avait 8% en HEC Maths 2 commune, 8% de points sur 8% du barème sur l'informatique, donc un barème à 30-40 points, 4 x 8, 32, ça commence à faire, d'accord. Vous allez prendre 3-4 points d'informatique, 3 points. Et puis à l'EDEC, vous savez que vous avez de l'informatique dans au moins 3 des 4 exercices ou problèmes. Voilà, c'est la grosse tendance. Les sujets maintenant font plus du tout 4 pages, mais 5 ou 6, avec des questions de Scilab. Et les questions graphiques aussi, hein, quand on vous dit des courbes représentatives, alors évidemment ça suppose d'avoir trouvé des résultats cohérents et corrects au niveau des limites, au niveau des asymptotes éventuellement, mais ça rapporte beaucoup de points. Alors à ce sujet, j'ai un extrait de rapport de jury que je voulais vous lire, que je lis tous les soirs avant de me coucher. Alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le rapport... Bon, peu importe la source, c'est la maths 2 commune. Les candidats ont beaucoup progressé en informatique et le langage Scilab au programme depuis 2015 est plutôt bien maîtrisé par ceux qui abordent les questions. Alors en général, c'est 15-20% des élèves, mais ceux qui les abordent, ça va. Les questions de Scilab portaient un poids de 8%, c'est ça, donc la maths 2 commune jusqu'au candidat EDEC, hein, même si à l'EDEC c'est un petit barème. En revanche, les représentations graphiques demandées ou à l'initiative des candidats sont d'année en année de plus en plus catastrophiques. Voilà, donc les élèves ne savent pas... la question 3 ne savent pas tracer des ensembles ou des fonctions. La question 3 de topologie n'a pas connu un franc succès auprès des candidats, alors que la connaissance des définitions et ou une représentation graphique aurait largement suffi à résoudre cette question. Donc ça, c'est des conseils un peu de brouillon. La question 4E a été très sélective. Là encore, un dessin aurait constitué un support intuitif particulièrement utile. Donc faites des dessins, sachez faire des graphes et au brouillon aussi. Sachez également faire des dessins pour raisonner, mais ça j'en parle juste après dans la partie brouillon. Voilà, donc ça c'était la gestion du temps, un petit peu le temps à passer par pour chaque question et comment procéder. Alors après, concrètement, hein, une fois que vous avez bien lu votre question, vous avez ce temps imparti, vous allez commencer par faire des brouillons. Et le point suivant, c'est la partie rédaction, et après, ce sera l'honnêteté et la relecture de la question. D'accord? Alors la partie rédaction, il faut de la rigueur, il faut du... Pardon, c'est pas du tout ça, excusez-moi, la partie brouillon. Il va falloir faire un brouillon. Donc le brouillon, il sert à quoi? Il sert à jeter les idées, à faire un plan et aussi à faire les calculs. Voilà. Tout ça, ça risque d'intervenir sur votre copie. Les idées, non, mais les idées, vous devez les avoir. Donc quand vous commencez à lire votre question, encore une fois, vous êtes dans le cadre de questions précédentes, d'un enchaînement, etc. Le brouillon vous sert à jeter vos idées. Il est hors de question de rédiger directement. Alors on va me faire le fameux « ouais, mais on perd du temps, monsieur, à faire des brouillons ». Non, non, on perd pas du temps, on gagne du temps. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au brouillon, vous allez jeter les premières idées, vous allez lire la question tout de suite, ça va vous faire penser à un théorème, à une méthode. Bah tiens, j'ai peut-être essayé telle méthode, tel théorème, formule de Taylor. Bon bah écrivons Taylor S intégrale, ça c'est pour les voies S, ou écrivons ça me fait penser à la série exponentielle, écrivons sur son brouillon la série exponentielle. Voilà, toutes les premières idées, vous les mettez, elles sortent de votre mémoire, vous les jetez sur votre brouillon. Peut-être que vous êtes à l'ouest et que ça sert à rien, mais ça va vous vous allégez le cerveau en mettant un peu les premières idées qui vous viennent, peut-être les premiers théorèmes que vous allez recopier sur votre brouillon.
Ensuite, les résultats connus, la valeur des sommes géométriques, des séries usuelles, etc., etc., etc. Autre chose si possible que des récurrences et que du calcul. Hein. Encore une fois, il y a un contexte, qu'est-ce qu'on a fait avant, quel est le titre de la question, quelles sont les hypothèses. Les hypothèses vont peut-être nous faire penser à un théorème. Tiens, la fonction est de classe C1, peut-être que je pourrais faire une intégration par partie. Tiens, elle est continue sur le fermé, dérivable sur l'ouvert, peut-être que je pourrais faire une inégalité des accroissements finis, par exemple. Voilà, donc les hypothèses, connaître son cours, ça va aider à percuter. Hein. Et donc le brouillon, il sert à ça. Déjà, je jette mes idées. Ou ça me rappelle telle méthode, ou ça me rappelle tel théorème ou les questions. Je peux aussi tester au brouillon mes idées avec des valeurs. Tiens, je pense que la fonction est croissante, elle s'appelle f indice n. Je vais commencer par f1, f2, f3. On me demande d'étudier la monotonie de la suite. Peut-être que je peux calculer U1, U2, U3, ça va me donner des idées. On me demande de calculer une proba, bah commençons par n égale 3, avec 3 blanches et 3 noires, et puis je serais peut-être capable de généraliser le raisonnement. Donc le brouillon, il sert à ça. Et ça se fait pas au propre, ça se fait au brouillon. Ensuite, au brouillon aussi, comme en disserte, comme en écho ou en géopo, je fais un plan. D'accord? Une démo de maths, il y a un plan, il y a un point de départ, un point d'arrivée, il y a des hypothèses, il y a une conclusion, ouverte ou fermée selon l'énoncé. Mais voilà, et je vais à tel moment, tiens, injecter un théorème, d'après tel théorème, la fonction vérifiant telles hypothèses, je devrais m'en servir, d'après telle question précédente, à l'aide d'un calcul que je vous pose, et on va avancer comme ça du début à la fin. On peut mettre des petits points, des petites parties, hein, montrons ça, montrons ça, montrons ça. Pourquoi pas, pour expliquer au correcteur où vous en êtes, si la question vous semble relativement longue, et si l'énoncé ne détaille pas les différentes étapes. Donc un plan, et le brouillon, il sert à ça. C'est pénible pour un correcteur de voir des petits astérisques. Tiens, j'ai oublié ça, voir en bas, au fait, il faut que je montre ça. C'est pas la fin du monde, mais évitez. Donc pour éviter ça, ben, c'est le brouillon. Et au brouillon, vous êtes dit, ah bah oui, je vais faire telle étape, telle étape, telle étape, vous numérotez, et sur votre copie, vous faites ça dans un ordre relativement logique, que ce soit lisible possible. Vous devez, le plus lisible possible. Vous devez absolument vous mettre le correcteur dans la poche. Hein. Allez voir le post qu'a fait Benjamin sur les correcteurs de concours. Ça marche aussi en maths. Les correcteurs ne font pas ça par plaisir. Ça les saoule de corriger des copies. Je peux vous promettre, quand on a 50, 100, 200, 300, ça n'amuse personne. Et donc, si en plus on galère à vous comprendre, à vous lire, à voir les étapes de votre raisonnement, on va pas faire d'efforts et c'est pas bon pour vous parce que vous voulez des points. Donc, c'est très important ce que je dis. Le brouillon pour construire un plan dans le raisonnement. Les calculs aussi. Les calculs, si vous pensez que c'est calculatoire, et peut-être que ça l'est, faites les calculs au brouillon. Ah ouais, mais c'est con de faire les calculs 2 fois. Non, parce qu'au brouillon, vous allez faire des calculs qui parfois tournent en rond, et les calculs qui tournent en rond, genre résolution de système ou autre, c'est pas la peine de mettre sur une copie des calculs qui vont tourner en rond, ça ne sert à rien. Donc vous faites des calculs, et au propre, vous allez mettre seulement les calculs qui mènent au résultat, ou en tout cas qui s'en rapprochent, quitte à s'arrêter, parce que malheureusement ça n'aboutit pas. Et encore une fois, vaut mieux dire j'admets le résultat que transformer discrètement un plus en un moins pour maquiller évidemment un résultat. Donc ça permet aussi d'éviter les fautes. Comme ça, le calcul, il a été fait au brouillon, éventuellement avec des petites fautes raturées. Et au propre, on a un calcul nickel. On n'a pas du blanc correcteur dégueulasse ou du friction effacé 3 fois et des copies dégoûtantes. J'en parlerai dans les rapports de jury. Mais c'est important que vos copies soient le plus propres possible. Évidemment, on ne va pas barrer des pages sur sa copie. C'est dégoûtant. Vous ne le faites pas, j'imagine, en contraction ou en philo ou en géopo ou éco. Pourquoi en maths, barrer des paragraphes complets, c'est totalement inadmissible. Encore une fois, c'est un cahier agrafé, donc vous n'allez pas vous amuser à faire du découpage pour remplacer les pages, telle ou telle page et faire des collages, etc. Je n'imagine même pas. Donc le brouillon, il permet justement de faire tout ce qu'on veut, pas de quantif, on y va, et au propre, on s'applique, on construit son raisonnement et on détaille ses calculs. Je manque un peu de questions sur le chat, hein. Je ne sais pas s'il y a un problème technique ou si vous n'avez pas de questions, mais bon, j'espère que vous êtes satisfait quand même. Dites-moi hein, si jamais je réponds bien à vos attentes. La partie rédaction. Alors une fois qu'on a fait ce brouillon, je pense que j'en ai encore pour une dizaine de minutes. Une fois qu'on a fait ce brouillon, on va pouvoir passer au propre. Rigueur, soin, présentation, et il y a le préambule de l'épreuve de concours que je voulais vous lire rapidement. Donc la rigueur, eh bien vous allez devoir, maintenant que vous avez fait un brouillon, être rigoureux, ça veut dire bien argumenter, donner les bons arguments, d'accord, et avoir une construction où suis-je, logique, hein, d'accord. Alors le préambule des sujets de concours. Mettez-vous à la place du correcteur, hein. Le correcteur, il va vous corriger, encore une fois. Allez voir la vidéo de Benjamin, le correcteur n'est pas toujours super motivé
Donc il faut lui donner envie de bien vous noter. Et la rédaction, c'est l'impression qu'il a de vous, hein. On n'est pas en colle de maths où il vous voit éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Il vous voit participer, il peut vous interpeller. Là, le correcteur, il ne peut pas vous interpeller. Donc voilà, il faut vous appliquer rigueur, soin, présentation. Alors le préambule, il dit quoi? Le préambule que vous avez dans tous les sujets de concours. Le chat Google Doc, il défile un peu vite, là, c'est bizarre. La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs. Voilà. Alors, il y a une petite remarque sur les fautes de frappe éventuelles où on vous incite, et malheureusement il y en a de temps en temps, à prendre des initiatives, à expliquer ce que vous pensez être une faute. Bon, alors on espère qu'elle ne sera pas trop pénalisante, il y en a malheureusement régulièrement. Ils prétendent en tenir compte dans la correction des copies, mais ils ne peuvent pas savoir évidemment le temps perdu au brouillon. Bon, ça c'est un petit aléa, mais c'est vraiment rappelé tout le temps. Donc on se sert du plan du brouillon, on est honnête, je vais en parler après, on apporte un soin à la présentation, ça veut dire aucune abréviation, hein, on ne met pas DL ou BON pour base orthonormale en voie S ou DL pour développement limité, il n'y a aucune STG pour série de termes générales, absolument aucune abréviation n'est tolérée, on écrit tout, d'accord? On ne fait pas un petit lexique en début d'épreuve pour expliquer ce que ça voudra dire, d'accord? Pas d'abréviation, on ne va pas barrer des choses, j'en ai déjà parlé, attention à l'écriture, si vous avez une écriture un peu dégueulasse, bon bah appliquez-vous à espacer vos lignes, hein, ça vous en êtes capable, vous devez absolument avoir deux couleurs, hein, une couleur pour rédiger et puis une couleur pour encadrer vos résultats ou souligner, c'est tout, hein. Mettez pas des couleurs dans tous les sens, on oublie le rose, le fuchsia et autres, on écrit en bleu ou en noir et puis on souligne ou on encadre, disons en rouge ou en vert, peu importe. Voilà, mais c'est pas la peine non plus de mettre des couleurs partout. Le correcteur, il a 5 à 10 minutes pour corriger votre copie. Il faut qu'il voit rapidement où est votre résultat. Et ensuite, bon ou faux, il va regarder la méthode. Et si c'est clairement exposé, il va être enclin beaucoup plus facilement à vous attribuer une partie des points. Sachant qu'un correcteur ne marque absolument rien sur la copie. Donc lui, voilà, il a un temps limite. Est-ce que je mets les points? Oui, non, combien j'en mets, etc. Donc vous devez absolument tout faire dès l'introduction, hein, dès le début, bien sûr, de votre épreuve. C'est comme une intro, hein, les premières questions. Tout faire pour que ce soit clean et qu'il ait envie de vous mettre des points. Encore une fois, on évite les renvois, etc. Attention à l'orthographe, hein, aussi, évidemment. Appliquez-vous, relisez-vous bien, faites attention. Au niveau de la rédaction, il y a des mots interdits, hein. Hors de question de dire facile. Facile, c'est un adjectif interdit. Facile, facilement, trivial, trivialement, évident, évidemment, rapidement, immédiatement, inutile, il est clair que, tout ça, il est hors de question de dire on voit évidemment que, il est trivial que, c'est des mots interdits. D'accord? Vous pouvez dire on voit que, on constate que, d'accord? Et une ligne sur deux, Baptiste, ça dépend de ton écriture. Non, non. Moi, je trouve que les meilleures copies sont les copies les plus synthétiques. On peut avoir une très très bonne note en l'équivalent de 3-4 copies doubles. Non, non, à toi de voir. Si ton écriture, elle est un peu dégueu, si tu penses que tu écris voilà, pas très lisiblement, là, d'accord, espace tes lignes, il n'y a aucune obligation. De toute façon, le correcteur n'écrira absolument rien sur votre copie. Rien du tout. Une note. Et souvent au crayon papier parce qu'elle est modifiée après, puisque évidemment les notes sont bidouillées pour arriver à des moyennes cohérentes avec les autres matières. Donc les mots interdits, hein, peut-être que vos profs ils disent on a trivialement une récurrence simple montre que, hors de question de marquer ça sur une copie. Au pire, vous dites par récurrence, on montrerait que, je pourrais montrer que. Sous-entendu, j'ai pas le temps. Mais hors de question d'utiliser ces mots-là, ça n'est pas possible. D'accord? La présentation, j'en ai parlé. On encadre ses résultats, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est conseillé aux élèves, dans la mesure du possible, mais je pense que c'est possible pour tout le monde, d'encadrer ou en tout cas de souligner d'une autre couleur vos résultats. Le correcteur doit très vite voir où est le résultat et on évite si possible les renvois d'une page sur l'autre. Ensuite, l'honnêteté intellectuelle, hein, évidemment, être honnête, être honnête, être honnête. Je l'ai déjà dit, il est inadmissible d'arnaquer, de dire après calcul à l'ESCP, à une époque, quelqu'un avait dit à l'aide de calcul trop long à recopier ici, j'obtiens comme vous. Ah ouais, eh ben aucun point, évidemment. Et c'est la triple peine en plus, hein, l'arnaque. Alors on a tous arnaqué nos profs, bien sûr. Hein. Moi aussi, je suis prof, mais j'ai arnaqué mes profs sans doute à l'époque. Hors de question, pourquoi? C'est un concours. Évidemment, ça peut passer. Mais si vous arnaquez, et ben non seulement évidemment il n'y a pas de point à cette question, faut pas rêver, et surtout dans la suite, dès que le correcteur aura un doute, vous serez toujours un arnaqueur ou une arnaqueuse. Vous n'allez pas être honnête à la première question et malhonnête à la deuxième et redevenir honnête, c'est fini. Alors, il va pas revenir en arrière, hein, mais les questions d'après, vous êtes sûr qu'il y aura, en cas de doute, il y aura des points qui vont sauter d'office. On n'est pas là pour, comme à l'oral, pour vous demander d'affiner, de clarifier les choses. Ça n'est pas possible, d'accord? Donc
Donc, excusez-moi. Donc, voilà, il faut être honnête, admettre les résultats, et sinon, ben, on va se faire pénaliser. Puis même globalement, l'impression générale elle est mauvaise. Donc, à la fin, s'il faut arrondir, bon, et ben, encore une fois, vous allez vous pénaliser tout seul. Il n'y a rien de plus facile que de dire j'admets ce résultat, j'admets avec un S. D'accord? Encore une fois, on peut faire une partie de la réponse et dire bon, ben, voilà mon calcul. Malheureusement, il n'aboutit pas. Les calculs, faut les simplifier au maximum. Hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le calcul n'aboutit pas. Il doit y avoir une erreur de signe. Bon, idéalement, vous la trouvez votre erreur. Mais oui, on peut souligner. Hein, pour le Baptiste, on peut souligner d'une autre couleur plutôt qu'encadrer. Ils disent encadrer, mais si on souligne ou un coup d'équerre, un coup vertical dans un sens, un coup dans l'autre, mais pas à main levée, avec une règle, avec une équerre, un truc propre, aucun problème. Une autre couleur, juste souligner, pourquoi pas, mais d'une autre couleur pour qu'on puisse très rapidement identifier où est le résultat. Encore une fois, le correcteur, il doit être dans ta poche. Donc, plus ta copie est agréable à lire, je peux vous jurer, on ouvre une copie, on ouvre un cahier, et ben on peut tout de suite se dire, est-ce que j'ai envie de corriger la copie, est-ce que j'ai pas envie de la corriger? Et ben rien que ça joue sur une impression, ça joue sur l'impression. C'est vrai dans toutes les matières, hein, ce que je dis. Et ben rien que ça, c'est déjà 1 ou 2 points qui peuvent de différence. Juste ça. Parce que on va galérer à vous lire, à vous comprendre. Et c'est pas comme le prof pendant l'année qui va faire l'effort de vous aider. Hein. Là, c'est quelqu'un que ça saoule, qui a plein de copies à corriger. Ça lui fait un peu de sous, c'est vrai, mais bon, il regrette assez vite d'avoir accepté encore 100 ou 200 copies. Donc, mettez-le dans votre poche. Et donc ça, c'est facile. C'est facile d'être honnête, c'est facile d'encadrer avec une équerre ou de souligner avec une équerre et une règle ou une équerre et une autre couleur pour s'appliquer. D'accord? Donc on évite les après-calculs, on évite les d'après le cours, on évite les... voilà, on évite ce genre d'erreur. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport au rapport de jury concernant cette présentation? Alors, le rapport de l'ESSEC de l'année dernière. Les correcteurs renouvellent avec force les demandes exprimées précédemment. Les copies doivent être propres, doivent être bien présentées. C'est le rapport de jury 2016 que je vous lis. C'est majoritairement le cas, mais le nombre de copies peu soignées ou bien désagréables à lire est en augmentation. Attention, l'effort de la rédaction, la mise en évidence des conclusions sont avec la rigueur et l'honnêteté des raisonnements des éléments majeurs dans l'appréciation des copies. Des éléments majeurs dans l'appréciation des copies. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le sujet, le rapport de jury, ESSEC Math 3. Alors un autre, celui-là c'est quoi? Lyon. Des règles élémentaires de rédaction et de présentation doivent être respectées. On doit éviter les abréviations abusives. Lyon 2016. Rappelons qu'il est impératif de numéroter les questions. Oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la rédaction, on numérote les questions. Sinon, comment voulez-vous que le correcteur sache où vous en êtes? Vous pouvez pas répondre comme ça sans même dire à quelle question vous répondez. Surtout si vous zappez des questions. On a le droit de sauter des questions, mais mettez les numéros, qu'on sache où vous en êtes. Rappelons qu'il est impératif de numéroter les questions, de mettre en évidence les résultats, par exemple en les encadrant proprement, de séparer nettement les questions et de conclure clairement à la fin de chaque question. De plus, tous les calculs doivent figurer sur la copie. Après calcul, c'est inadmissible. Voilà pour Lyon, et pour finir, un petit morceau de l'EDEC. Les copies sont dans l'ensemble bien présentées, bien rédigées, mais il reste en assez grand nombre des candidats qui rendent pratiquement un brouillon, proposent des copies sales et raturées, et truffent leurs copies d'abréviations non officielles. Je sais même pas ce que c'est qu'une abréviation officielle. Mais bon, les correcteurs n'apprécient pas du tout et n'ont alors aucune compassion pour ces candidats qui, bien évidemment, s'exposent à des sanctions. Un nombre non négligeable de candidats reste adepte des réponses floues. Il faut savoir que ce type de réponse est sanctionné et que l'absence d'argument ou le manque de précision rend la réponse irrecevable. Irrecevable peut-être pas, mais en tout cas on n'aura pas tous les points s'il y a un manque de précision. La mauvaise maîtrise des techniques de base et des calculs élémentaires reste une constante et sans même s'aggraver, donc attention aux calculs. Il serait bien que les futurs candidats investissent un peu là-dessus. Il semble que l'investissement en informatique ait été plus intense que précédemment, ce qui est très bon signe. Le langage Scilab semble en plaire aux candidats, puisqu'il y avait, comme d'habitude, et EDEC, comme d'habitude, pas mal de points à glaner sur ces questions, et ceci sans y passer énormément de temps. L'EDEC met beaucoup de questions de Scilab, et c'est très très rémunérateur, donc allez-y. Rappelons, comme d'habitude, je finis l'EDEC, que l'honnêteté, la simplicité, la précision et la rigueur sont des vertus attendues par tous les correcteurs, sans exception, et qu'une bonne réponse est toujours une réponse construite rigoureusement. Voilà, tout ça c'est du 2016, c'est disponible en ligne. Faites-moi confiance, je viens de lire exactement ce qui avait été mis dans les rapports de jury. Alors reste encore 2 derniers points à aborder. Ça c'était pendant l'épreuve.
Oui, alors à la fin de la question, encore une fois, pendant, relisez la question quand même, votre réponse, hein, vérifiez que vous avez bien vu l'aide qui était indiquée, que vous n'oubliez pas la deuxième partie de la question, hein, parfois il y a deux questions en une, hein, et puis relisez votre réponse, vérifiez qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que c'est bien encadré, faites ça au fur et à mesure, pas à la fin, bien sûr, parce que s'il y a une faute dans votre question, faut vous en rendre compte, et là malheureusement il y aura une rature, mais au moins vous aurez relu pour être sûr que vous êtes en cohérence avec l'énoncé, avec la suite, etc. Et peut-être que là, vous allez compléter une petite étoile, mais l'étoile, elle sera juste après le cadre, et c'est quand même beaucoup plus important, beaucoup plus propre que des renvois à droite à gauche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On approche de la fin, après on parle des épreuves spécifiques et puis on aura fini. Alors ne plus trop y penser, oui, une fois que vous avez passé votre épreuve, c'est fini quoi. Alors il y aura toujours des gens pour dire ah ouais on l'avait fait la même chose, là où on l'avait vu, ou ah ouais c'était pareil que l'année dernière, ou que notre interro, bon ça c'est sans doute du pipeau, après il arrive que ça ressemble, c'est vrai, mais encore une fois, je vous souhaite presque de pas tomber sur un truc que vous avez déjà fait, parce que souvent on tombe on fait un effort de mémoire et pas un effort de réflexion. Donc encore une fois, c'est les méthodes qu'il faut comprendre, et pas retenir un exercice par cœur, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Donc on oublie parce qu'il y a d'autres épreuves, parce que vous ne connaissez pas votre note, parce que le barème, je vais en parler quand je vais parler des épreuves spécifiques, vous ne le connaissez pas à l'avance, hein, on n'est plus au bac. Donc voilà, essayez d'oublier. On peut évidemment espérer, on aurait bien voulu réussir mieux, plus, mais commencez pas à vous dire c'est foutu, je vais cuber, ou c'est foutu pour telle ou telle raison. Ça n'est pas vrai, vous ne connaissez pas votre note, et j'ai vu régulièrement, croyez-en ma longue expérience, des surprises. Donc c'est dommage finalement de rater l'épreuve de l'après-midi, parce que le matin on pensait avoir raté alors que ça n'était pas le cas. On oublie. Alors en revanche, évidemment, comme il y a plusieurs épreuves de maths, peut-être que le soir, ça vaut la peine de retourner voir son cours et se dire ah bah merde, c'était ça le théorème, ou zut, j'avais oublié le théorème dont il parlait, ou je savais pas du tout ce que c'était. Là, pour le coup, ça serait dommage de vous pénaliser vous-même pour le lendemain et que la même notion retombe. Mais en tout cas, par rapport à un échec ou même un succès présumé d'ailleurs, voilà, restez concentrés, épreuve après épreuve. Vous êtes des sportifs de haut niveau. Vous prenez les épreuves une par une et on verra à la fin le bilan. Mettez-vous dans les meilleures conditions. À part éventuellement des ajustements pour retourner voir un petit peu les théorèmes. A priori, ne pensez pas en tout cas que c'est un échec déterminant. Même la maths de commune, encore une fois, les barèmes, je le dis tout de suite, mais il y a des épreuves qui sont déjà allées sur 60. Hein. Ça veut dire qu'en faisant un tiers, on avait 20. En faisant un tiers de l'épreuve, on avait 20. Aux parisiennes, très régulièrement, on a 20 en faisant la moitié ou les 2 tiers de l'épreuve. Donc ceux qui visent la moyenne, un quart d'une épreuve peut permettre d'avoir 10. D'accord? Donc il faut pas, on se détend, d'accord, là-dessus, et on peut vraiment se tromper dans son auto-évaluation. C'est un concours, c'est une comparaison entre les candidats. Si vous appliquez tout ce qu'on a dit avant, normalement, vous avez déjà de quoi assurer un minimum de points et de compléter pour arriver aux notes que vous pensez honnêtement pouvoir atteindre. Voilà, les notes sont bidouillées évidemment. Alors dernier petit conseil spécifique, il y a des épreuves de maths l'après-midi, hein, donc attention, c'est pas idéal. Les maths, on préfère que ce soit le matin d'habitude, 4 heures de maths c'est un peu violent. Il y a je crois 2 épreuves, les DEC et Lyon, les SEC et Lyon il me semble, l'après-midi. Donc attention, mangez pas trop dans l'absolu le midi de toute façon, mais encore moins quand il y a des maths. Prévoyez de remettre du carburant, de manger un truc, une barre de céréales ou des fruits secs ou quelque chose dans l'après-midi. Va falloir tenir 4 heures l'après-midi s'il fait chaud, et s'il peut faire chaud. Il peut y avoir des marteaux-piqueurs dans la rue, des travaux, enfin voilà, tout arrive. Donc voilà, dans le coup de l'épreuve physique, pensez à ça. Alors après, les spécificités au niveau des sujets, et on terminera là-dessus. Alors je commence par les voies S et ensuite je parlerai des voies éco, hein, c'est pas exactement les mêmes contenus. Donc les voies S, vous avez HEC première épreuve, donc 2 épreuves différentes, pardon, HEC ESCP Math 1, donc HEC ESCP c'est la même école, même épreuve, et ESSEC Math 1. Vous avez un seul problème, analyse ou algèbre. Alors les SEC ces dernières années mélangent analyse et algèbre. HEC, ça dépend des fois. HEC, ça plane un peu plus, hein, c'est beaucoup plus théorique, mais dans le cadre du programme. Voilà, donc un seul problème. Alors notez en général sur 30, 35 points, voire 40. On est monté jusqu'à 60, mais on va dire que la régularité, c'est entre 30 et 40 points. Donc c'est aussi valable en voie éco, d'ailleurs, ce que je suis en train de dire. Donc voilà, en faisant 2 tiers de l'épreuve, on a 20. Ils disent dans les rapports de jury exactement, en faisant ça et ça, on avait 20. En faisant
en faisant, voilà, pour avoir déjà 10, il suffit de faire à peu près un quart ou un tiers de l'épreuve. Voilà, y compris la partie 1, hein, je veux dire, c'est pas seulement le dernier tiers évidemment de l'épreuve, ce qui serait un petit peu illusoire. La maths de commune, un seul problème, elle est conçue par HEC, hein, la maths de commune en voie S. Un seul problème, plutôt orienté proba Scilab, grosse tendance aux densités, aux estimateurs, à la convergence en loi, convergence en proba, c'est quand même la mode depuis quelques années. Ensuite, Lyon Math 1, vous avez deux problèmes, sauf exception. Donc en général, un problème d'analyse, un problème d'algèbre d'à peu près même longueur. La maths de commune, j'en ai pas parlé, au niveau du barème, on est aussi dans les 30-40 points. Hein. Donc entre la moitié et deux tiers pour avoir 20. C'est pour ça qu'il faut surtout pas vouloir finir un problème, hein, j'en ai déjà parlé. On doit prendre son temps, limiter par question, sauter éventuellement de partie si vraiment on passe à travers, ou changer d'exo, mais voilà, c'est des barèmes qui sont vraiment conséquents. Pour Lyon, en revanche, le barème, il est plus serré, hein, il est plus sur 20-25 points, c'est des sujets considérés comme plus classiques, plus abordables, en général en 4 pages. Parfois un seul problème qui mélange analyse et algèbre, souvent dans ce cas-là, c'est du bilinéaire avec des intégrales impropres. Vous avez peut-être déjà fait ça avec vos profs, polynôme de Laguerre, polynôme d'Hermite. En général, c'est ça qui se passe. Sinon, deux sujets, un d'analyse, un d'algèbre. Ils aiment bien mettre une petite question de proba qui traîne, en général de densité ou de variable discrète s'il y a des matrices. Mais bon, globalement, pas de proba à Lyon. Je suis en voie S. Hein. Les decks, ce sera pareil pour les voies éco, d'ailleurs pour les decks. 3 exos et un problème. Le problème est très souvent consacré au proba. Beaucoup de Scilab. En général, il y a 2 exos et le problème où il y a du Scilab. Et cette année, sans doute encore, voire même plus, parce que, ouais, vous verrez, mais il y aura sans doute plus de 4 pages. Ensuite, donc, en général, il y a sur les 4, 3 exos, un problème, un analyse, un algèbre, un variable discrète et un variable à densité. C'est à peu près tout le temps ça. Alors le problème, on ne sait pas lequel c'est, mais vous avez à peu près ces 4 catégories. Donc en S, l'algèbre est en général concentrée sur un exo. Donc s'il y a du bilinéaire, en général, c'est là. Après, ça peut être avec les variables discrètes, comme l'année dernière. Il peut y avoir un peu de matrice mélangée avec des variables discrètes, comme vous avez fait ça peut-être depuis l'aspect maths. Voilà. Après, l'analyse, bon, à chaque fois quand je dis analyse, évidemment, l'analyse, on peut en retrouver partout. Donc en algèbre ou en proba, on est bien amené à faire des séries, pourquoi pas étudier des fonctions, etc. Mais voilà la tendance. Au niveau du barème EDEC, on est aussi autour de 35 points. Hein. C'est pour ça qu'on peut sacrifier un exo sans problème à l'EDEC. Vous sacrifiez un exo et vous êtes déjà noté sur plus de 20 sans aucun problème. Ne sacrifiez pas le problème, en général il fait une page et demie, enfin ancienne présentation, ne sacrifiez jamais le problème à l'EDEC, mais sacrifiez un des exos qui vous plaît le moins. Voilà pour les voies S. Et oui, alors je parlais de difficulté, ouais, le sujet le plus dur, mais le barème en général est conséquent, on va dire que c'est HEC, puis HEC 1, HEC 2, et ensuite ESSEC, et en général les barèmes s'en ressentent évidemment, même si ce ne sont pas exactement les mêmes candidats. Oui, alors le sujet Math 2, il a beau concerner les candidats EDEC, c'est pas pour ça que HEC, qui le conçoit, va le rendre plus facile. Hein. Tant pis, entre guillemets, pour les candidats EDEC, ça restera un sujet dur. Je finis sur les voies économiques, alors au niveau de la forme, en HEC, ESCP, Math 3, oui, alors demain en voie éco, on fera un exercice type HEC, ESCP, Math 3, et en voie S, on fera une Math 2 commune, donc commune à tout le monde, un début de Math 2 commune, les deux sujets étant originaux et tombable, entre guillemets, dans l'esprit en tout cas de ce qui peut se passer. HEC, ESCP, Math 3, vous commencez par un exo d'algèbre, en général c'est du hardcore, hein. Il y a eu des matrices 8-8 déjà récemment, il y a des endomorphismes, de la diagonalisation, mais des exos un peu abstraits. Demain ça parlera de polynômes et d'endomorphisme avec des polynômes et un peu de diagonalisation. Donc vous avez un exo qui est plutôt dur, mais qui est très rémunérateur. Donc attention au niveau du temps, hein, vous ne pouvez pas y consacrer 2 heures, mais une bonne heure et demie, ça vaudrait la peine sur cet exo si vous touchez en algèbre. C'est à peu près la seule école où vous êtes sûr d'avoir de l'algèbre d'ailleurs. Hein. Et ensuite vous avez un problème qui mélange analyse et proba, donc souvent des intégrales et des densités pour le problème d'HEC. Alors encore une fois, il y a toujours l'hypothèse Scilab qui rallonge les sujets parce qu'il y a des algorithmes à commenter, à compléter, à écrire et des dessins à expliquer. Donc évidemment, ça peut se rallonger dans ce cas-là. Le sujet des SEC Math 3, en général, c'est un problème de proba. Alors que c'est Math 3, donc en théorie, il devrait y avoir algèbre et analyse, mais en fait, c'est assez rare. Hein, c'est souvent un problème de proba avec 3 parties très indépendantes, voire même 3 exos. Et c'est pareil en Math 2. Hein, c'est l'ESSEC en voie éco qui conçoit le sujet de Math 2 commune. Donc voilà, vous avez à la fois en Math 3 et en Math 2
très très souvent un problème global avec 3 parties de proba, parfois complètement indépendantes, parfois très indépendantes, mais on peut très bien intégrer les secs en voie écho en étant une bille en algèbre, et même parfois en analyse, même si je le répète que l'analyse, vous la croisez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc demain on fera pas des probas, hein, en voie écho, on fera un sujet d'algèbre type HEC, ESCP, qui peut aussi aider évidemment à l'EDEC, ou à Lyon. À Lyon, justement, vous aurez 3 exos, en général de longueur à peu près égale, analyse, proba, algèbre, donc là vous répartissez votre temps à peu près en 3. Pour les secs, c'est un peu pareil, hein, vous regardez si les parties, alors ils disent hein, au début si elles sont très indépendantes, entièrement indépendantes, ils le disent, donc ESSEC Math 2 et Math 3, vous pouvez répartir un petit peu le temps aussi en fonction de la longueur des problèmes ou des parties. Moi je vous conseille quand même de le faire dans l'ordre, ils essayent de mettre en partie 1 des choses plus abordables, mais bon, à vous de voir, encore une fois, si vous avez l'impression de rater un peu, passez à la suite. Lyon, 3 exos, en général de longueur équitable, un d'analyse, un d'algèbre, un de proba, donc pareil, vous réfléchissez là, il faudra tous les faire. Hein. Lyon, je crois que je l'avoir dit en voie S ou en voie éco, c'est pareil, le barème, on est à peu près autour de 20-25 points, donc les meilleures notes, va falloir aller loin, mais il faut quand même être rigoureux, bien sûr. Hein. Aller vite veut pas dire bâcler, ne pas justifier, tenez compte des remarques précédentes, le but n'est pas de finir, mais les meilleures notes à Lyon, c'est vraiment quand on a quasiment fait tout le sujet, mais qu'on l'a bien fait. Enfin, EDEC Math 3, comme en voie S. 3 exos, un problème souvent consacré en proba, beaucoup de Scilab, exactement comme en voie S. Ça n'est pas le même sujet, mais même principe. Vous aurez sur les 4, un d'analyse, un d'algèbre, un de var discrète, un de var à densité. Le problème, c'est souvent des probas, mais il peut y avoir un problème d'algèbre ou un problème d'analyse. Voilà, j'espère que cette intervention, ce live vous a été utile. Continuez à poser vos questions sur le post, même si on va fermer le live et le chat va se fermer, mais vous pouvez poser vos questions sur le live. Si quelqu'un a les sujets écrits comme, je veux bien qu'il nous mette un lien ou nous dise où il les a trouvés, s'il n'a pas passé les concours. J'ai pas bien cherché, mais je l'ai pas encore, malheureusement. Et puis, pensez à liker la page, bien sûr, et à nous retrouver demain matin à 9h pour les voies S et à 10h30 pour les voies éco. Sujet faisable aussi par les voies S qui parlent d'endomorphisme. À 9h, ce sera de la maths 2 un peu théorique, variable discrète. Les voies éco peuvent faire le 9h, mais c'est un peu dur. Et à 11h, enfin 10h30, pardon, pour le sujet en ligne, et début du live à 11h en voie éco, demain matin. Tout ça, c'est expliqué sur le post pour, en voie éco, réviser l'algèbre, un petit peu théorique, l'algèbre avec les polynômes. Et puis, il y a d'autres lives, encore une fois, contraction et synthèse par Benjamin, et je vous retrouverai peut-être aussi jeudi pour des questions-réponses. Voilà, écoutez, merci de votre attention. J'espère vous avoir été le plus utile possible. N'hésitez pas à nous faire des commentaires et à en parler à vos amis. À bientôt. Merci, au revoir.